votre avis, combien les chaînes de télévision payent-elles pour diffuser la Ligue 1, le championnat français de football? Pour la période 2025-2029, la réponse c'est 500 millions d'euros par an. Ça vous paraît astronomique? Pourtant, la Ligue 1 n'arrive qu'à la 5e place européenne. En 4e position, on trouve la Serie A italienne, qui coûte environ 900 millions d'euros par an aux diffuseurs. Ensuite vient la Liga espagnole et la Bundesliga, et au sommet de la pyramide, la première ligue anglaise. Ces droits sont évalués à un montant colossal de 1,95 milliard d'euros par an. Alors, comment notre Ligue des talents a-t-elle pu se retrouver aussi loin de ses concurrents européens? Les droits télé font chuter depuis 2020. Alors on revient à un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 2005. Fallait bien que ce moment arrive. Téléfoot, la chaîne, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. En octobre 2020, lorsque le groupe espagnol Mediapro fait faillite, c'est tout le football français qui sombre dans une crise profonde. Une crise dont il peine encore aujourd'hui à se relever. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je commence par expliquer comment fonctionnent les droits télé. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Depuis 1984, les droits télévisés du football en France sont vendus par la Ligue de football professionnel, la LFP. La LFP vend les droits télévisés de la Ligue 1 pour une durée de 4 ans. Ces droits sont cruciaux pour les équipes, car l'argent récolté est ensuite distribué entre tous les clubs professionnels français. L'acheteur historique de ces droits, c'est Canal+. Pendant des années, la chaîne a été seule sur le marché. Mais dans les années 2000, elle fait face à de nombreux concurrents. TPS face à nous, on achète TPS, on fait une danse de la joie chez Canal+. Et quelques semaines après, Orange fait irruption et achète de la Ligue 1. Orange, c'est compliqué, beIN arrive. L'arrivée de beIN en 2012 est un vrai choc pour Canal. En 2018, Didier Quillot, alors président de la LFP, a un objectif clair: hisser la Ligue 1 au niveau de ses homologues espagnols, italiens, allemands et anglais. Didier Quillot en est persuadé. La Ligue 1 vaut bien 1 milliard d'euros. Et son intuition semble se confirmer. La Ligue de football professionnel triomphe. Un groupe espagnol inconnu en France, Mediapro, doté d'actionnaires chinois, va diffuser dès 2020 les matchs de la Ligue française. Le club tricolore devait empocher plus de 1,2 milliard d'euros. Le rêve de rattraper les grandes ligues européennes paraît enfin à portée de main. Sauf que les garanties douteuses du groupe Mediapro et l'éviction de Canal+ inquiètent l'ensemble des acteurs du ballon rond. Dans cette interview qui date de 2018, Maxime Saada, le patron de Canal+, tentait d'avertir la LFP avec une lucidité presque prophétique. 1 million d'abonnés, 1 milliard d'euros, ça veut grosso modo dire qu'il faudrait que ces gens payent à peu près 100 euros par mois, acceptent de payer 100 euros par mois pour regarder les matchs de la Ligue 1. Aucun regret, à plus 60%, c'était pas possible pour Canal. Et pardon, j'ai la conviction que c'est pas possible pour Mediapro non plus. Fin de l'histoire entre le groupe Mediapro et la Ligue de football professionnel. Aujourd'hui, rien ne va plus. Pour être rentable, Mediapro visait 3,5 millions d'abonnés pour sa chaîne. En octobre, on en comptait 600 000 et à 25 € l'abonnement par mois, les comptes n'y sont pas. Le rêve se termine puisque on va avoir que des droits télé qui vont baisser. Lui, c'est Mathieu Lorca, économiste du sport et maître de conférences. Ça a créé un choc systémique puisque tous les clubs, en plus avec la pandémie du Covid qui était en plein milieu, se retrouvaient avec un choc économique et financier très très brutal. À la tête de la LFP depuis peu, Vincent Labrune, ancien président de l'Olympique de Marseille, se tourne vers une solution d'urgence. Un fonds d'investissement luxembourgeois, CVC Capital Partners. Le contrat entre la LFP et CVC est simple. CVC injecte 1,5 milliard d'euros dans les caisses de la Ligue en échange de 13% des futurs bénéfices, et ce, à vie. Les clubs avaient besoin de cash en sortie du Covid, donc ils n'ont pas trop regardé. Et puis maintenant que les droits télé baissent, qu'on a un contrat à vie, c'est là qui enquête. On se dit on a peut-être fait une bêtise. Le Paris Saint-Germain perd son ange gardien. 7 ans d'amour et puis s'en va. Privée de ses têtes d'affiche comme Mbappé, Neymar et Messi, la Ligue 1 fixe son nouvel objectif à 800 millions d'euros pour la période 2025-2029. On se retrouve avec une Ligue 1 sans tête d'affiche
et donc compliqué à vendre auprès des diffuseurs et qui doivent eux-mêmes ensuite le vendre auprès de leurs abonnés. Amazon, peu rentable sur la période précédente, se retire. Et Canal+, vexé d'avoir été écarté en 2021, maintient son boycott. Résultat, les enchères sont closes sans qu'aucune offre acceptable ne soit soumise. La LFP demandait trop cher par rapport aux enchères qui avaient été fixées et on se retrouve sans diffuseur. Donc il faut relancer à chaque fois un nouveau tour d'enchères et revoir les ambitions à la baisse. DAZN est rentré en des négociations exclusives avec la Ligue de football professionnel pour la diffusion de 8 des 9 matchs par journée. Le 9e match serait retransmis par beIN Sport. Au total, la Ligue 1 voit ses droits télévisuels plafonnés à 500 millions d'euros. Un chiffre qui marque un retour en arrière de près de 20 ans. On solde les droits télé de la Ligue 1 au quasiment premier rang franc. Pour certains clubs comme Montpellier, les droits télévisés représentent jusqu'à 70% de leurs revenus. Et cette dépendance aux droits télé semble affecter sportivement le club. Actuellement en bas du classement du championnat, Montpellier risque la relégation en Ligue 2. Si les droits télé sont en baisse, les contrats de sponsoring, eux aussi, risquent d'être revus à la baisse. De même pour le recrutement. Tous ces éléments affaiblissent drastiquement le niveau général du championnat. La Ligue 1 devient alors moins attractive, surtout après le départ de Kylian Mbappé. Ajoutons à ça les 13% que CVC prélève désormais sur les revenus de la LFP. En 2024, la Ligue 1 enregistre une baisse de 25% de ses droits télévisés suite au fiasco DAZN. Pendant ce temps-là, la première ligue anglaise continue de régner sans partage sur le football européen. Madame, monsieur, bonsoir. L'horreur sur un stade de football anglais cet après-midi à Sheffield. Les spectateurs qui ont normalement payé leur place s'affrontent avec d'autres qui sont entrés en force. Le dernier bilan, impensable. Entre 74 et 84 morts et 200 blessés. La tragédie d'Hillsborough marque un tournant décisif pour le football anglais. Le drame pousse les autorités à prendre des mesures drastiques pour réformer en profondeur le sport national. Les hooligans sont écartés, les stades sont modernisés et une nouvelle ère commence, dédiée à l'art du ballon rond. En 1992, cette révolution aboutit à la création de la Premier League. Elle ne tarde pas à attirer l'attention du magnat des médias Rupert Murdoch, propriétaire du Times, du New York Post et du Sun. Murdoch flaire le potentiel commercial et injecte une somme colossale, 304 millions de livres sur 5 ans. Cet investissement lui permet d'obtenir les droits de diffusion du championnat anglais sur sa chaîne Sky Television. L'alliance entre Murdoch et la Premier League s'avère fructueuse. L'audience et les droits télévisés explosent. Dès 2001, il dépasse déjà le milliard de livres sterling. Ce succès, bien sûr, attire toutes les convoitises. Il y a 19 ans, le grand public découvre un homme mystérieux. Un jeune milliardaire russe, 36 ans, qui a fait fortune dans le pétrole. Roman Abramovich a les idées claires et les poches pleines. En 2003, Roman Abramovich décide de racheter Chelsea. Il injecte des centaines de millions d'euros dans le club londonien, transformant une équipe en difficulté en une véritable machine de guerre. En quelques années, Chelsea s'impose comme un acteur majeur de la scène européenne. L'arrivée d'Abramovich ouvre la voie à une nouvelle ère, où les investisseurs étrangers affluent dans le football anglais, attirés par les profits colossaux et l'aura grandissante de la Premier League. En 2024, sur les 20 clubs de l'élite, 11 sont entre les mains de milliardaires et 2 appartiennent directement à des entités étatiques. Chelsea, Manchester City, et ils ont réussi à attirer des superstars avec à chaque fois des clubs historiques, mais également des nouveaux propriétaires. Puis c'est pas des milliardaires britanniques, c'est des milliardaires du monde entier. The Premier League, certainly in the last rights deal, is now generating more internationally than domestically, a real reflection of the Premier League strength around the world. La Premier League, elle réussit là où la Ligue 1 ne réussit pas. Tiens, une voie de solution, c'est la commercialisation à l'étranger. À l'inverse de la Ligue 1, la Premier League est un produit global, conquis par des stratégies marketing redoutables. Elle séduit aujourd'hui des marchés émergents comme les États-Unis ou de nombreux pays asiatiques. Sauf que la répartition des droits télévisés entre les clubs anglais favorise largement les équipes les plus riches et les plus populaires.
C'est ce modèle, souvent taxé d'hypercapitaliste, qui permet à des clubs comme Chelsea de dépenser en 2024 davantage que l'ensemble des clubs allemands, espagnols, italiens et français réunis. 1.19 billion pounds in this window. I'll just start with the main question: has he spent the money wisely? Cette frénésie d'achat est censée être régulée par l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, notamment grâce aux règles du fair play financier. Le fair play financier, ça a été introduit en 2010 par Michel Platini lorsqu'il était président de l'UEFA. En gros, un club ne peut pas dépenser plus que ce qu'il gagne. Sur le papier, le fair play financier est prometteur. Son objectif principal, empêcher l'explosion d'une bulle spéculative sur les salaires et les transferts. Et implicitement, c'est aussi un moyen de réduire l'écart entre les petits et les gros clubs. Mais dans les faits, l'UEFA peine à appliquer ces règles pour les clubs les plus puissants. A major development in the Premier League's case against Manchester City for 115 alleged breaches of their financial rules. Manchester City, d'abord exclu de toute compétition européenne en 2020, s'en est finalement tiré avec une simple amende de 10 millions d'euros. On en parle moins d'ailleurs du fair play financier. Il a perdu en crédibilité suite aux affaires sur Manchester City, le PSG, qui finalement n'ont jamais été exclus. Alors, pourquoi l'UEFA est-elle si permissive ? La réponse devient évidente en 2021, lorsqu'une nouvelle menace apparaît. 12 clubs européens annoncent former une nouvelle compétition, concurrente de la Ligue des Champions, organisée par eux-mêmes, la Super League. Derrière cette Super League se cache une ligue fermée et ultra lucrative pour les clubs participants. Une menace directe pour l'autorité et les revenus de l'UEFA. Finalement, la Super League disparaît 48 heures après son annonce, sous la pression des supporters et des joueurs. Pourtant, aujourd'hui encore, la menace plane. Chaque année, des clubs envisagent de relancer une compétition concurrente sous un nouveau nom et avec une stratégie mieux préparée. L'UEFA va pas trop être sévère sur le fair play financier, sinon le club va directement aller dans la compétition concurrence. Aujourd'hui, le fair play financier, qui devait limiter les excès du football moderne, se retrouve affaibli. La question n'est pas de savoir s'il peut encore remplir son rôle, mais s'il n'est pas déjà devenu obsolète. Et pendant que les clubs et les ligues se battent à coups de milliards pour les droits télévisés, ils semblent tous oublier un acteur essentiel du football, les spectateurs. Axel de Tarlet en short et en crampons ce matin. Bonjour Axel. Bonjour Thomas. Avec une question, le foot à la télé est-il devenu trop cher ? La question que pose ce journaliste d'Europe 1 date de mars 2017. Et pourtant, elle est encore plus d'actualité aujourd'hui. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Regarder le sport à la télévision est-il devenu un luxe ? Eh bien, oui et non. En septembre 2024, DAZN proposait un abonnement à 40 € par mois pour suivre 8 matchs de Ligue 1. Pour voir le dernier match diffusé sur beIN Sport, il fallait débourser 15 € de plus, soit un total de 55 € pour suivre l'ensemble des rencontres. À titre de comparaison, Amazon, à la même période, proposait un abonnement à 14,99 € par mois. Mais pour regarder tous les matchs, il faut ajouter Canal+. Le total atteint alors 60 €. Certes, les prix ont augmenté avec la multiplication des diffuseurs, mais ils varient aussi beaucoup d'une année sur l'autre. Par exemple, 2024, avec l'arrivée de DAZN, n'est pas forcément l'année la plus chère. Le scandale absolu, c'est le prix évidemment qu'auront à payer les fans de foot pour aller voir de la Ligue 1 et uniquement effectivement de la Ligue 1 dans le produit qui va être proposé. Ce que le consommateur critique, c'est l'offre DAZN. Payer plus de 40 € pour avoir accès à un catalogue réduit qui propose presque uniquement du foot français. Pour un prix équivalent, voire moindre, Canal+ et Amazon proposent un catalogue conséquent de films, de séries et même différents championnats et sports assez attractifs. David, ce qu'il faut voir, c'est que ce phénomène, il existe partout en Europe, en Allemagne, etc. Comme l'explique Christophe Palière, journaliste pour Les Échos, ce phénomène de hausse des prix n'est pas limité à la France. Parmi les 5 grands championnats européens, seule l'Italie échappe aux coûts exorbitants pour suivre le football à la télévision. En Allemagne, regarder l'intégralité de la Bundesliga revient à environ 80 € par mois en 2024. De l'autre côté de l'Atlantique, pour regarder le sport national, le football américain, il faudrait débourser, selon NBC, 857 $ sur une année pour l'ensemble de la saison. Et pendant ce temps-là, le nouvel acteur qui rebat les cartes des droits télévisés, c'est lui.
Well, new this morning, Beyoncé has announced she will be performing during the halftime show. It will be a part of Netflix's first ever NFL Christmas Game Day. Depuis 2020, des géants comme Netflix, Apple ou Amazon investissent massivement dans la diffusion du sport. Le football américain, le basket et même le foot. 1, 2, 3, En 2021, la NFL, la Ligue de football américain, a vendu ses droits télévisés pour plus de 100 milliards de dollars sur 11 ans. Et tout ça à 5 plateformes de streaming et 4 chaînes classiques de la télé américaine. Cette compétition féroce entre diffuseurs profite aux ligues, car plus il y a d'acteurs, plus les enchères augmentent. Mais c'est aux dépens du spectateur, qui doit alors multiplier les abonnements pour suivre tous les matchs. En Europe, bien que ce phénomène ne soit pas autant généralisé, les premiers signes sont déjà visibles. Par exemple, en 2021, Amazon a arraché les droits de diffusion de Roland-Garros à France Télévisions. Et entre 2021 et 2024, la plateforme a expérimenté avec la Ligue 1 avant de se retirer. Parce qu'avec Netflix, Disney+, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, le foot souffrent de la concurrence. La nouvelle génération souhaite des contenus plus courts. C'est la génération zapping. Pendant que les médias traditionnels comme DAZN ou beIN Sport perdent des abonnés, le numérique est en train de réinventer la manière de consommer le sport. En tant que fan de tennis, c'est un pur bonheur. Les ligues réinvestissent les milliards qu'ils génèrent dans des stratégies pour séduire les jeunes. Que ce soit des documentaires à succès sur Netflix, capitaliser sur son audience à travers les réseaux sociaux et revitaliser sa fanbase via les jeux vidéo, tous les moyens sont permis. Mais alors, que vont devenir les spectateurs occasionnels, comme moi, qui regardent des matchs de temps à autre? Le risque à terme, c'est quoi? C'est que ces grandes compétitions sportives ne soient plus regardées et payées que par un petit carré de fans ultra radicalisés, certes prêts à payer très cher, mais peu nombreux. Aujourd'hui, suivre le sport à la télévision est devenu un luxe. Les ligues misent sur la diversification des plateformes et le numérique pour maximiser leurs revenus. Mais cette stratégie pourrait se retourner contre elles, en poussant les fans vers des alternatives illégales. IPTV. IPTV1. Ça, c'est le fameux IPTV. C'est un boîtier qui permet de regarder la télé via Internet. En soi, c'est pas du tout illégal. Mais ça devient illégal quand on ajoute dans ce boîtier un code ou un programme avec du contenu piraté. Pour seulement 50 € par an, on peut accéder à la majorité des chaînes payantes du monde entier, y compris des plateformes de streaming comme Netflix, Amazon ou Disney+. Mais aujourd'hui, c'est cette multiplication finalement des chaînes de télé et qui favorise ce piratage, qui est facile aussi d'un point de vue technologique. Et derrière ce boîtier se cache le pire ennemi du football. Et les chiffres sont assez énormes, colossaux, j'ai envie de vous dire. 65% des Français estiment que les offres de DAZN poussent au piratage, rien que ça. En 2021, 17 millions d'Européens utilisent l'IPTV illégalement. Dans l'Hexagone, c'est pas moins d'1,3 million d'utilisateurs. Un manque à gagner d'1 milliard d'euros pour l'industrie audiovisuelle française. Mais alors, comment lutter contre ce fléau? Donc si on veut combattre le piratage, il faut, d'un point de vue technologique, ça soit barricadé. Et ensuite, si c'est un problème économique, c'est de jouer sur des promotions d'abonnement. L'autre solution, c'est de créer sa propre chaîne télé. La LFP l'a envisagé en 2024 sous la forme d'un accord commercial avec un acteur solide, comme Canal+ ou même Max, la plateforme de Warner Bros. Un partenariat qui permettrait à la Ligue de proposer un catalogue riche pour un prix raisonnable. La première chose que vont se demander les spectateurs, c'est ça coûte combien et est-ce qu'on peut pirater? Finalement, cette idée de chaîne a été abandonnée après l'arrivée de DAZN. De son côté, le média britannique doit atteindre l'objectif de 1,5 million d'abonnés le 1er décembre 2025 pour garantir sa survie. À l'heure actuelle, le journal L'Équipe estime à 500 000 le nombre d'abonnés à la chaîne. Mais en attendant que des plateformes de streaming ne s'intéressent au championnat tricolore, l'idée de la chaîne télé 100% Ligue 1 n'est pas définitivement enterrée. Et si la clé pour relancer la Ligue 1 résidait plutôt outre-Atlantique? Aujourd'hui, sur les 50 équipes les plus valorisées dans le monde en 2024, 29 sont issues de la NFL, la Ligue de football américain. 12 sont issues du basket, la NBA, et 3 du baseball. Pour le sport le plus populaire au monde, le foot, on en compte seulement 7. Alors que le football américain est un sport confidentiel quasi exclusivement suivi aux États-Unis, comment un tel classement est-il possible? Eh bien la réponse, c'est le modèle économique unique des ligues américaines.
un modèle que les Américains appellent eux-mêmes un système socialiste. Il fonctionne à travers 3 éléments clés. 1. La redistribution équitable des droits télévisés entre toutes les franchises. 2. Un système de draft qui permet de maintenir un équilibre compétitif entre les grosses et les petites équipes. Et enfin 3. Un salary cap qui limite les dépenses salariales des franchises et empêche une équipe de dominer les autres. Et c'est-à-dire qu'on a aussi un équilibre compétitif, on ne sait pas avant le début de la saison qui va gagner. Sur les 10 dernières saisons, 8 franchises différentes ont remporté le Graal, le Super Bowl. Patriots win the Super Bowl. Brady has his 5th. What a comeback. Un contraste saisissant avec le championnat français, la Ligue 1. On a quand même un déséquilibre compétitif. Paris est toujours devant. Donc là aussi, la Ligue 1, il y a un manque d'intérêt, finalement, parce que le PSG est déjà champion quasiment à la trêve. En 2023, sur les 100 programmes les plus regardés aux États-Unis, le football américain représente 94 programmes à lui tout seul. Seuls les Oscars, Thanksgiving et un débat politique ont fait mieux. Sans les playoffs et le Super Bowl, la NFL compte seulement 16 matchs dans une saison. En Europe, un club de l'élite joue presque 60 matchs sur une saison. Et la FIFA prévoit de rajouter davantage de matchs à partir de 2025. Donc moi je pense que ce manque de rareté, cette abondance de foot, ça nuit complètement et ça se répercute sur les droits télé. Les audiences télévisées, elles, se divisent entre tous les championnats et la Coupe d'Europe. Là où aux États-Unis, il n'existe qu'une seule ligue de chaque sport. La réussite de la NFL est en grande partie due à son modèle socialiste, mais pas que. C'est aussi grâce à la modernisation continue de la ligue et à un investissement constant dans l'expérience spectateur. Le principe de ligue fermée est contraire à l'histoire et l'identité du sport européen, basé sur un système de promotion et de relégation. Même si la Ligue des Champions est quasiment une ligue fermée. Mais le classement Forbes parle de lui-même. Les ligues fermées américaines attirent davantage les investisseurs. Mais alors pourquoi ? Pour un milliardaire, la relégation de son club entraîne une perte de revenus colossale, que ce soit en termes de droits télé, mais aussi de billetterie et de sponsoring. C'est une bombe dans le football français, c'est une catastrophe pour Bordeaux. La DNCG a décidé de rétrograder Bordeaux en national. En 2009, le club bordelais était valorisé à 100 millions d'euros. Aujourd'hui, il croule sous une dette de 110 millions d'euros. Depuis son arrivée en 2021, son président Gérard Lopez a déjà injecté 60 millions d'euros de sa propre fortune pour tenter de redresser le club. En vain. Dans ce contexte, c'est pas surprenant que l'idée d'une ligue fermée comme la Super League refasse surface chaque année. La famille Arnaud devrait racheter le Paris FC en compagnie de la célèbre marque de boissons énergisantes autrichienne Red Bull. Aujourd'hui, le football français est à un tournant. L'investissement de la famille Arnaud dans un club de la capitale est un signal positif. Un signal qui montre que le football français reste attractif. Pourtant, les droits télévisés vont rester au plus bas jusqu'en 2029. Et c'est pas près de s'arranger. Mais alors, comment sauver le soldat Ligue 1 ? L'étranger, l'international, c'est une solution là pour avoir plus de droits télé, c'est mieux vendre le produit. L'arrivée de superstars dans le championnat espagnol a boosté l'attractivité de la Liga, pendant que la Première Ligue, elle, a su imposer sa marque mondiale en misant sur un spectacle total et une identité forte. Ces deux ligues partagent un point commun déterminant. Elles ont su valoriser leurs droits internationaux au même niveau, voire davantage, que les droits nationaux. Et puis avoir des bons résultats, donc c'est plutôt des aspects, on va dire, conjoncturels. Il faut des bons joueurs, il faut des bons résultats en Coupe d'Europe. Les récents exploits de Brest, Lille ou Monaco en Ligue des Champions peuvent servir de vitrine pour attirer de nouveaux talents et séduire des investisseurs prêts à parier sur l'avenir de la Ligue 1. Un cercle vertueux qui pourrait entraîner à terme une hausse significative des droits télévisés. Mais comme le souligne Mathieu, ces succès restent encore fragiles et conjecturels. La formation, c'est d'avoir une nouvelle catégorie de jeunes joueurs et qui reste un petit peu aussi en Ligue 1. La Ligue 1 a beau être surnommée la Ligue des talents, encore faut-il pouvoir les retenir.
Mais au-delà de la formation, c'est la manière de raconter l'histoire de ce championnat qui doit évoluer. Puis une solution, ça serait une série Netflix, comme ça a été fait en Formule 1. Des petites idées comme ça qui sont peu coûteuses finalement et qui sont, moi je trouve, plus pertinentes qu'un pont CVC. Avec le fiasco Mediapro et DAZN, les clubs ont aussi leur part du marché à respecter. Apprendre à diversifier leurs revenus. Ça passe par une réduction significative de leur dépendance aux droits télé. Je l'ai dit, il y a beaucoup trop de sports collectifs en France, mais c'est un atout, faut pas le voir d'un point de vue négatif aussi. Je trouve qu'on finalement on est à notre place, même si on se plaint. Et c'est peut-être là le plus gros défi de la Ligue 1. Retenir ces talents qui font l'identité du championnat français, tout en s'inspirant de ce qui se fait de mieux à l'international. Et surtout, devenir plus attractif en prenant des risques. Merci d'avoir regardé cette première vidéo de Soubi et bienvenue sur la chaîne. D'autres vidéos sont à venir en 2025. L'idée derrière Soubi, c'est d'analyser en profondeur des sujets qui méritent d'être décodés. Évidemment, le meilleur moyen de supporter la chaîne, c'est de vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires des suggestions de sujets que je pourrais explorer. J'ai hâte de vous dévoiler la suite. Merci encore et à très vite.